vous rendez pas compte combien c'est difficile pour un conférencier d'essayer de dire autre chose que ce qui est déjà dans le livre. Mais enfin, je vais quand même essayer. Donc pour ceux qui ont lu mon livre, vous aurez probablement compris que pour moi, ce qui est important, c'est d'activer quelque chose de la compétence que toute personne a. Et c'est pas tout à fait la même chose que faire une thérapie. Parce que faire une thérapie, c'est d'essayer de changer l'autre pour l'amener là où je pense qu'il devrait être. Alors que si j'essaye d'activer la compétence d'une personne ou d'une famille, ce que je veux dire par là, c'est leur permettre de retrouver quelque chose qu'ils ont en eux. Ce n'est donc pas les changer. Et surtout pas les changer comme je voudrais qu'ils soient. Comme père de famille, j'ai 3 enfants, comme père de famille, je suis loin d'avoir été toujours compétent. Mais j'avais de la compétence. Et je pense que les familles les plus présentées comme dysfonctionnelles, désorganisées, déséquilibrées, pathogènes, etc., enfin, tout ce vocabulaire qu'on nous a appris, il y a toujours de la compétence. Mais parfois, il faut chercher loin. C'est donc à ça que je vais essayer de vous inviter pendant ces 2 jours. Comment chercher la compétence dans les familles que nous avons à rencontrer. Et c'est ça que je fais avec les éducateurs et les travailleurs sociaux au Québec, dans les supervisions ou les formations que je donne, c'est chercher, lors d'une discussion de cas, à propos d'une famille, qu'est-ce qu'ils savent encore faire? Alors que toutes nos formations, et comme médecin je suis particulièrement bien placé, on nous apprenait comment guérir les gens malades, et donc comment diagnostiquer et voir et repérer tous les signes de pathologie. Et ce modèle médical basé sur la pathologie et donc sur la lésion et son traitement, mais ce modèle médical s'est en quelque sorte transposé dans les sciences sociales qui sont nées début des années 60, en fin de compte. Il y a un symptôme. Le symptôme renvoie à une lésion et de là, on peut faire un traitement. Le problème, c'est que quand on a appliqué cela aux sciences humaines, quand on a appliqué ça à la psychiatrie, mais on a eu aussi des symptômes, mais on n'avait pas de lésion. On avait un problème de relation, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui nous amène, dans pas mal de situations, à essayer de voir ce qui ne va pas et à tenter de le corriger. Alors que je pense qu'il est beaucoup plus efficace de chercher ce qui va bien et de tenter de l'amplifier. Et je pense que beaucoup de parents, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants essayent de corriger ce qu'ils pensent être négatif dans leur attitude et n'y arrivent pas et finissent par abandonner et se déprimer. Alors que dans leur attitude, il y a des choses positives que l'on pourrait augmenter, améliorer. C'est cela que j'appelle la compétence des familles. Il y a de la compétence dans toutes les familles. Et je pense qu'une des premières choses qui m'a amené à cette idée, c'est 75-76, un pédiatre américain qui s'appelait Kemp venait de faire paraître un livre particulièrement détonnant, dans lequel il disait que les enfants qui avaient des fractures multiples et des hématomes sous-duraux, ce n'était pas une maladie physiologique, c'était des enfants battus. Ça nous semble énorme, hein. Actuellement, tout le monde parle de la maltraitance des enfants, des abus physiques et sexuels que les enfants peuvent avoir.
en 75, c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. On ne pouvait pas imaginer qu'en fait, il y avait des enfants qui se faisaient tellement taper dessus qu'ils avaient des fractures. Et donc, en 75, ce livre paraît et un journaliste, j'étais en Suisse à l'époque, un journaliste me demande de donner mon avis sur la maltraitance des enfants. Et il m'interviewe pour une émission. Il m'avait dit qu'il interviewerait aussi d'autres personnes, mais je ne savais pas qui. Et quand j'ai vu l'émission, c'était très spécial, enfin il avait très bien fait son boulot. Il avait 2 adultes qui parlaient de la façon dont ils avaient été maltraités dans leur enfance. L'un des 2 était un éducateur, directeur d'une institution pour enfants, et l'autre était une jeune femme d'une 30aine d'années. Et puis après cela, il présentait une femme qui maltraitait sa petite fille. Et cette femme était la même que celle qui, au début de l'émission, parlait de la maltraitance qu'elle avait vécue dans son enfance. Et c'était particulièrement odieux, parce qu'on voyait les photos des brûlures de cigarettes sur tout le corps de la petite fille, et même une photo de son dos avec imprimé dans le dos le fer à repasser, ce qui fait que ça avait été vraiment l'émission choc. Et il semble que j'ai dit des choses qui ont touché cette femme. Toujours est-il que cette femme, qui était suivie par ATD Carmonde, et c'est comme ça que d'ailleurs le journaliste avait pu la contacter, et qui voulait s'en sortir, est venue me rencontrer, enfin a demandé à me rencontrer. Et c'est fou, hein, parce que je pense que je n'avais pas encore vraiment l'idée de la compétence des familles, ni de la compétence de... Ma première réaction a été, mais je ne veux pas la rencontrer, cette femme-là, c'est un monstre, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Puis je me suis dit, mais si je ne la rencontre pas, qui va lui permettre d'évoluer? Et j'ai fini par rencontrer cette femme qui m'a dit... bien sûr, ce qu'elle avait dit dans l'émission, la façon dont elle avait été battue, etc. Mais qui, à un moment, m'a dit cette phrase-ci. Vous comprenez, quand ma fille ne veut pas obéir, il faut bien que je fasse quelque chose, parce que je ne veux pas qu'elle devienne aussi mauvaise que moi. Pour moi, c'était ça, la compétence de cette femme. Je ne veux pas qu'elle devienne aussi mauvaise que moi. Et c'est là que j'ai, pour la première fois, inventé la méchante connotation positive, parce que je lui ai dit... non, ce n'était pas vraiment la méchante connotation positive. Mais j'ai dit à cette femme, en aucun cas, si on continue à se rencontrer, je ne veux que vous utilisiez les moyens que vous utilisiez avant. Mais, il y a une chose qui me semble importante. Vous avez dit, je ne veux pas qu'elle devienne aussi mauvaise que moi. Je ne pense pas que vous êtes mauvaise. Je pense que vous utilisez des mauvais moyens. Mais je pense que vous êtes une mère qui aime son enfant, parce que vous ne voulez pas qu'elle devienne mauvaise. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler. Alors vous allez me dire, c'est très ténu, quand on pense au fer à repasser imprimé dans le dos de sa petite fille de 6 ans, mais c'est avec ça qu'on a pu travailler. Heureusement, avec l'aide d'ATD Carmonde, parce que je pense que comme thérapeute seul, probablement que je n'aurais pas pu vraiment aider suffisamment cette femme. Mais il faut être très attentif et il faut s'habituer à chercher activement la compétence des gens que nous rencontrons. Parce que ce que nous voyons immédiatement, c'est ce qui ne va pas. Ce qui nous amène, c'est ce qui ne va pas. Alors qu'il faudrait être attentif à ce qui fonctionne encore. Depuis cette émission-là, je crois que quelque chose a commencé à trotter dans ma tête en 75,
pourquoi ne pas travailler avec ce que les gens savent faire plutôt que de combattre ce qu'ils ne savent pas faire. Et c'est début des années 80 qu'un autre pédiatre américain, Brazelton, a écrit un livre où il parle de The Competent Baby, le bébé compétent. Quand Brazelton a sorti ce livre-là, ça a été aussi une petite révolution, parce que il partait de l'idée que les bébés humains, contrairement à ce qu'on a toujours dit, ne naissent pas totalement incompétents. Non, ils ont les compétences nécessaires à être un bébé. Ne leur demandez pas d'avoir les compétences d'un enfant de 2 ans. Donc c'est vrai qu'un bébé humain ne sait pas marcher quand il naît. Par contre, il sait s'accrocher aux branches. Le bébé a toute une série de compétences pour être un bébé. Il sait comment boire, il sait comment prendre le sein, il sait comment digérer, il sait comment faire ses petits caca, etc. Tout ça fonctionne merveilleusement. Et cette idée de Brazelton m'a semblé tout à fait applicable. Alors qu'on regardait toujours les bébés comme incompétents, à partir du moment où on les regarde comme compétents, ça change la vision qu'on a des choses. Et on ne s'attend pas à ce que le bébé fasse des choses qui ne sont pas de son âge. Donc Brazelton, bébé compétent, ça m'a donné le mot compétence. Puis Michel Foucault, non, avant ça Jean Delumeau. Jean Delumeau est un historien du Collège de France. Je pense qu'il vit encore, mais il doit avoir dans les 80 ans, qui a consacré sa vie de chercheur historien au Moyen-Âge et qui a écrit une brique qui s'appelle « Le péché et l'Occident ». En Occident, on élève les enfants en corrigeant les fautes plutôt qu'en amplifiant les qualités. L'école continue encore à utiliser beaucoup la correction des fautes pour l'apprentissage, plutôt que l'amplification des qualités. De temps en temps, quand je parle de cela, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais actuellement, ça a changé ». Probablement que dans certains cas, ça a changé exactement en prenant le contre-pied, c'est-à-dire que un enfant, on est revenu à la pensée de Jean-Jacques Rousseau, l'enfant naît bon, et donc il n'y a rien à corriger, et ce que l'enfant fait est toujours bon, et puis comme il est un être qui a tous les droits, on n'a pas à le corriger. Alors je crois que c'est exactement l'antipode. Et comme toujours, en latin on disait in medio veritas, c'est au milieu que se situe la vérité. Il y a des choses à corriger chez les enfants, il y a des choses à contenir. Donc, Jean Delumeau parle du fait qu'en Occident, on élève les enfants en corrigeant les fautes plutôt qu'en amplifiant les qualités. Je me dis, tiens, c'est bien intéressant. Et puis, Michel Foucault, vous avez probablement lu un de ses ouvrages, L'histoire de la folie, ou dans La volonté de savoir, qui était un des derniers livres qu'il a écrit, il fait à un moment une comparaison entre la thérapie et la confession, en disant, mais dans la thérapie comme dans la confession, au fond, au confessionnal, il fallait dire ses péchés. Et si on disait ses péchés, c'est l'aveu qui permettait l'absolution. Dans la thérapie, essentiellement psychanalytique à l'époque où Michel Foucault écrit son livre, dans la thérapie, il faut parler de ses problèmes. Et c'est en parlant de ces problèmes qu'on pourra arriver non pas à l'absolution, mais à la solution ou à la catharsis, ou prendre conscience n'est pas nécessaire pour changer. Alors là, je vais vous faire quand même travailler, mais je suis sûr que vous allez avoir la bonne réponse. Faute avouée est...
Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre moitié? On fait ce qui se trouve en haut de faute, on fait de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est le pain béni des thérapeutes. Vous avez un client qui se sent coupable, vous êtes bon pour 2 ans de thérapie à raison d'une séance par semaine. Avec la culpabilité, il y en aura toujours à travailler. Le meilleur moyen de déculpabiliser un papa, une maman, un enfant, c'est de l'amener à développer ce qu'il a comme compétences. Et les compétences d'un parent ne sont pas nécessairement celles que l'on attend. Je pense à un dossier où on disait « il est probable que le père est alcoolique ». Et le papa parle du fait que quand il se lève le samedi à 6h pour aller conduire son fils au hockey, pour moi, là, il y a de la compétence. Vous travaillez toute la semaine et vous vous levez quand même pour conduire votre enfant au hockey. Vous devez aimer le hockey, mais vous devez aimer votre enfant aussi. Et à ce moment-là, il y a monsieur qui... oui, parce qu'il n'est pas habitué à dire ça, j'aime mon enfant. Mais il le montre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le regarde. Il faut que quelqu'un souligne cette compétence. Parce que si on ne la souligne pas, ou si on souligne le fait qu'il en profite pour aller à la buvette, ce qui est vrai aussi. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a peut-être aussi un problème d'alcool. Mais pourquoi ne pas amplifier le côté « vous êtes un papa qui aime son garçon », pourquoi ne pas amplifier le côté de la maman qui battait sa petite fille? Vous ne voulez pas que votre fille devienne mauvaise? Pourquoi ne pas amplifier ce côté-là plutôt que de combattre l'autre? Donc, dans le modèle systémique, je pense qu'il faut activer la compétence par l'information. C'est pas l'aveu, c'est pas la même chose. Et l'information part essentiellement d'un questionnement où je vais essayer de faire émerger ce qui est cette compétence. Exemple, dans l'entretien avec ce père-là, j'arrête au moment où il me dit quand à 6h, je me lève le samedi à 6h du matin pour aller conduire mon garçon, c'est là où je dois être suffisamment attentif. Donc je suis j'étais très actif quand j'avais des entretiens de famille, mais surtout attentif à repérer les moments que je vais pouvoir souligner, les moments où ils me parlent de leurs compétences. Parce que nous avons tous des compétences, mais nous ne sommes pas nécessairement bien informés sur celles que nous avons. C'est parce que des gens m'ont dit que j'étais bon conférencier que j'ai continué à faire des conférences et que je me suis attaché à essayer de les faire le mieux possible. Et je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas suffisamment de gens qui m'avaient dit que j'étais un bon conférencier. Moi, je ne le savais pas au départ. C'est le regard des autres qui m'a progressivement confirmé dans l'idée que j'étais capable de faire ce type de conférence. La plupart du temps, nous ne savons pas vraiment quelles sont nos compétences, et c'est l'autre, les autres, le thérapeute, l'intervenant, le travailleur social, l'éducateur, qui doit aller chercher cette compétence. Je vous ai dit que je travaille beaucoup avec des éducateurs en institution. Alors, au Québec, on travaille de plus en plus par objectif, comme si les enfants étaient des voitures qu'il faut monter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui sont placés depuis un certain temps savent très bien quels sont les objectifs. Il faut renforcer l'estime de soi, il faut mieux gérer ses émotions, il faut être plus mature, comme si un enfant, un adolescent, un adulte, comme si vous-même,
vous pouviez faire quelque chose pour améliorer votre estime de vous. Mais non, c'est les gens qui vous regardent, c'est le regard de l'autre qui améliore l'estime de soi. Donc c'est un objectif non pas pour le jeune, mais pour l'éducateur. Apprends à regarder ton jeune d'une façon différente, parce que si tu le vois comme un petit manipulateur qui essaye de faire des mauvais coups, ben, il va manipuler et faire des mauvais coups, parce qu'il va répondre à ton attente. Alors que si tu le vois comme un petit gars qui est très sensible et qui à certains moments explose, ben tu pourrais peut-être utiliser sa sensibilité à autre chose qu'à exploser. Alors, c'est ce genre de choses-là qui pour moi est l'information que comme intervenant, que je sois éducateur, travailleur social, psychologue, psychiatre, infirmier, probablement que j'en oublie encore, comment est-ce que je peux renvoyer à la personne ou aux personnes qui sont en face de moi la compétence que je découvre progressivement dans la relation que j'ai avec eux. Et je pense que si une ou deux fois dans un entretien de 3/4 d'heure, j'ai pu souligner une compétence, il y a des chances que ces gens sortent de l'entretien un peu mieux que quand ils sont entrés. Alors que si on a seulement parlé de ce qui n'allait pas, ils sortent encore plus déprimés. Donc, compétence par l'information, mais cette information qui vient entre autres du thérapeute, et aussi une information qui vient de la personne, parce que nous savons tous un certain nombre de choses que nous ne savons pas que nous savons. Ça va ? On sait des choses qu'on ne sait pas que l'on sait. Moi, je prends souvent l'image, vous avez tous sûrement dans votre bibliothèque un livre ou un article, vous savez que vous l'avez, mais vous ne savez pas où il est. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous aider à le trouver dans votre bibliothèque, pour une raison X, vous ne le trouvez pas. C'est par le questionnement de l'autre que je retrouve quelque chose que je savais, mais sans savoir que je le savais. Donc, le questionnement que je vais faire comme intervenant dans ce travail de co-construction avec les familles, ça va être un questionnement pour faire ressortir ce que je pense de l'autre, mais ce que lui sait sans le savoir. Et ça permet non pas l'absolution, mais l'auto-solution. C'est-à-dire la solution qui convient à cette personne-là, à cette famille-là, et qui peut-être ne conviendra pas à une autre famille. Et au lieu d'activer de la culpabilité, j'activerai de la responsabilité. Responsabilité, capacité de répondre. Je pense que développer les compétences de quelqu'un ou d'une famille, c'est développer les capacités de répondre. Que c'est une bonne définition du terme responsabilité, alors qu'inversement, si je prends culpabilité, donc culpa, la faute, mais à culpa, on connaît bien, quand on travaille sur la faute, l'erreur, ce qui ne va pas, on développe la capacité de faire faux, de faire des fautes. C'est le paradoxe de l'intervention qui vise à corriger un comportement. Quand on tente de corriger un comportement, on risque d'amener une série d'autres comportements erronés. Quand on essaye de faire comprendre à un père ou à une mère, non, là, c'est pas comme ça qu'il faut vous y prendre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous allez les culpabiliser, vous allez les inhiber, vous risquez de les bloquer ou de les rendre hyperactifs, ce qui n'est pas nécessairement meilleur. Alors que, si vous soulignez des compétences, eux vont pouvoir augmenter leur capacité de répondre. Alors j'ai une petite histoire à ce propos-là qui illustre à mon avis tout à fait bien ce que je voudrais dire. Ma femme est travailleuse sociale et
un jour, elle se rend à domicile parce qu'une fille de 14 ans ne fréquente plus l'école depuis 2 ou 3 mois. Et elle réalise que le problème dans la famille n'est pas la non-fréquentation scolaire, le problème est la dépression de la mère. Et que la non-fréquentation scolaire a tout à fait une fonction. Parce que la mère est tellement dépassée, débordée, que la petite fille de 14 ans fait un plein temps à la maison pour s'occuper de sa mère et de son frère. L'intention consciente de cette fille n'était pas « je vais ne plus aller à l'école pour aider ma mère qui est dépassée à cause de mon frère ». Son intention, c'était j'ai envie d'avoir des copains et je n'ose plus rentrer à la maison et puis ça va plus à l'école. Pour moi, c'est très important de distinguer l'intention et le résultat. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On a appelé ça la fonction du symptôme en systémique. Et on a beaucoup, dans les formations, cherché la fonction du symptôme en confondant fonction du symptôme et intentionnalité. Vous voyez la différence ? La fonction du symptôme non-fréquentation scolaire de cette fille est permettre à ce petit ménage à trois de continuer à fonctionner. L'intentionnalité de la fille, c'est moi je veux des copains, et c'est pour ça que je leur achète du jus d'orange, parce qu'au moins comme ça ils m'acceptent, alors qu'avant je n'étais pas populaire, Donc, développer la capacité de répondre dans l'histoire de cette famille-là, ça voulait dire quoi ? Mais ça voulait dire que plutôt que de s'occuper de l'adolescente qui ne va pas à l'école, il fallait d'abord s'occuper de la dépression de la mère. Et pour s'occuper de la dépression de la mère, il fallait trouver un hébergement pour le fils autiste. Et quand on a fait tout ça, mais la fille est retournée à l'école, parce qu'elle n'avait plus de raison d'être à la maison, tout en ne sachant pas elle-même qu'elle était restée à la maison pour aider sa mère. Mais par contre, on peut le souligner, parce que quand on souligne la compétence en disant « Ouais, c'est sûr que c'était probablement pas le meilleur moyen d'arrêter l'école, parce que tu le sais qu'à 14 ans, tu es obligé d'aller à l'école, mais probablement que tu as donné un sérieux coup de main à ta mère, et que peut-être ça a été même très utile pour tout le monde, ce que tu as fait. C'est sûr qu'il faut que tu retournes à l'école. » Ça passe très bien, parce que c'est une façon de souligner que même sans le savoir, ou même sans le vouloir, ou même sans en prendre conscience, elle a été performante et utile. Nous ne rencontrons jamais les gens que nous rencontrons. Nous ne rencontrons que la représentation que nous nous en faisons. Et même quand vous vous regardez le matin dans le miroir, vous ne vous rencontrez pas. Vous rencontrez la représentation que vous vous faites le matin dans le miroir. Et qu'est-ce qui vous permet une représentation ? Mais c'est le regard de l'autre. J'ai déjà commencé à le toucher quand j'ai parlé d'estime de soi. L'estime de soi, c'est le regard de l'autre, mais c'est toujours le regard de l'autre qui nous amène à avoir une représentation de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que nous sommes responsables de la représentation que nous nous faisons de nos clients. Si je me dis la maman qui brûlait sa petite fille est un monstre, et que je reste avec cette représentation, je serai incapable de travailler valablement avec cette femme. Et je serai en tout cas incapable de lui trouver des qualités, parce que dans ma représentation, il n'y a que le monstre, il n'y a que la femme horrible qui est en train d'éteindre sa cigarette sur le bras de sa petite fille. Ça me révulse, je ne peux pas travailler avec quelqu'un à propos de qui j'ai une représentation négative. Mon devoir éthique est donc de travailler à la représentation que je peux me faire de l'autre. Rôle et fonction
en général, on confond les deux. L'un renvoie à l'autre comme si c'était la même chose. Alors ça m'a interrogé parce que, comme en systémique, on a beaucoup parlé de la fonction du symptôme, mais du rôle que chacun joue dans le système, j'ai dit, quel est le rapport ? Le rôle et la fonction ne sont pas au même niveau logique. Le rôle est de l'ordre des individus, des personnes, alors que la fonction est au niveau du système organisationnel. Ce n'est donc pas la même chose. Quand une organisation dysfonctionne, il peut y avoir différentes choses. Les fonctions peuvent être mal définies dans l'organisation. On aura un dysfonctionnement. Les personnes qui remplissent les fonctions peuvent mal jouer leur rôle. Les finalités des personnes peuvent être incompatibles avec les finalités de l'organisation. Et le contexte, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il va se modifier. Les choses ne cessent d'évoluer. Quand j'ai quelquefois été appelé à intervenir pour des institutions ou des équipes qui dysfonctionnaient, c'est progressivement que je me suis bâti ce schéma-là et que je me questionne chaque fois au départ, est-ce que l'organisation correspond toujours au contexte? Est-ce que l'organisation correspond toujours aux finalités qui ont amené sa création? Est-ce que les fonctions sont bien définies? Est-ce que de ce fait-là, les gens, les personnes peuvent bien jouer leur rôle? Et c'est pour ça qu'on parle aussi des acteurs dans le système. Oui, jouer son rôle, c'est devenir acteur dans le système. Et dans mon livre, je parle de deux postulats qui sont le postulat de la compétence et de l'information. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le postulat de la compétence, c'est que un système ne peut se poser que des questions qu'il est capable de résoudre. Donc, le problème qui se pose à une famille, c'est cette famille qui l'a fabriqué. Puisqu'ils l'ont fabriqué, ils peuvent le défabriquer. Sauf si c'est un problème qui s'impose. Un enfant qui a des troubles du comportement, probablement que c'est un problème qui se pose parce que les parents l'élèvent d'une certaine façon. Un enfant qui est trisomique, je prends cet exemple-là parce que c'est parmi les plus simples, c'est un problème qui s'impose. Au moment où naît l'enfant, on réalise très vite qu'il a une trisomie 21 et on sait très bien qu'on va avoir toute une série de difficultés, de problèmes, qui va probablement devoir subir des opérations, qui n'atteindra jamais un niveau intellectuel très élevé, etc. Ça, ce n'est pas un problème qui se pose, c'est un problème qui s'impose. Et pour moi, c'est une différence énorme, parce que quand il y a un problème qui s'impose, en général, les gens n'ont pas la solution, n'ont pas les moyens d'y répondre immédiatement. Vous voyez, je reviens à la notion de responsabilité. Une jeune mère qui vient d'avoir un enfant trisomique, elle ne sait pas comment on s'occupe d'un enfant trisomique. Elle n'a pas la formation pour. Elle a besoin d'avoir de l'aide. Elle a besoin de recevoir de l'information. Donc, ils sont là devant un nouveau problème pour lequel il y a des gens qui ont des compétences et des connaissances. Et c'est très important de donner de l'information aux gens qui ont un problème qui s'impose. Alors que si le problème s'est posé,
c'est bien en allant chercher une information qui vient de la famille pour y retourner. C'est ce que je disais en début de matinée, l'exemple des clés qu'il faut chercher. La personne sait ce qu'elle a fait, mais elle ne sait plus que c'est cela qui l'a fait perdre les clés. Donc c'est un problème qui s'est posé à la personne quand elle cherche les clés, et c'est par mon questionnement qu'en lui redonnant l'information qu'elle avait, mais qu'elle ne savait plus qu'elle avait, qu'elle peut se mettre à fonctionner. Donc je crois que c'est très important que pour jouer son rôle, on a besoin d'une compétence du rôle et on a besoin de l'information. Pour avoir la compétence du rôle, il y a un donné qui doit être présent. La compétence du rôle dans vos professions, c'est aussi que vous ayez votre formation. C'est que l'infirmière ait une formation d'infirmière, autrement elle ne pourra pas jouer correctement son rôle. Il faut qu'elle ait la compétence du rôle et l'information. Il est aussi très important de souligner le fait que, comme je le disais, le contexte change sans cesse. Alors je vais prendre l'exemple d'une organisation. Je travaillais comme consultant dans une institution qui s'occupait d'héroïnomanes, et donc ils ont eu un certain nombre d'anciens clients, d'anciens résidents qui ont eu le sida, et dans les années 85-86, il n'y avait pratiquement pas d'hébergement possible pour ces gens-là, et soit ils restaient dans les hôpitaux, et puis en même temps ils ont fini par encombrer les hôpitaux, soit ils finissaient dans des conditions très pénibles, puisqu'il n'y avait aucun traitement à disposition à l'époque. Et donc cette institution qui s'occupait d'héroïnomanes s'est dit, on va créer une autre institution pour s'occuper de ces gens qui meurent du sida et qui n'ont pas d'endroit où aller. Dès que les premiers traitements sont arrivés, et puis la trithérapie, l'institution s'est totalement modifiée, parce que on n'avait plus 3 ou 4 décès par mois, on n'avait plus de décès. Mais par contre, on avait encore des gens qui avaient le sida à des stades plus ou moins avancés. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais un des problèmes du sida, c'est ce qu'on appelle le neurosida. Ce sont des plaques de von Recklinghausen, peu importe le mot, qui se développent dans le cerveau et qui donnent des troubles majeurs du comportement. Donc, tout d'un coup, un certain nombre des infirmières qui étaient très à leur place et très généreuses et très bien formées pour accompagner des mourants, n'étaient plus à leur place pour accompagner des gens qui avaient des troubles majeurs du comportement liés à leur vie antérieure, mais liés aussi au neurosida dont ils souffraient. Et on a dû changer de personnel et même changer les fonctions, parce qu'on a dû prendre des éducateurs, et une seule infirmière suffisait au bout d'un certain temps pour s'occuper de la médication, parce qu'il n'y avait plus de problème médical comme tel, à part les médicaments à prendre, mais il y avait des sérieux problèmes d'organisation de l'institution. L'inertie d'un système vivant est proportionnelle à sa masse. Changer le fonctionnement d'un hôpital est beaucoup plus difficile que changer le fonctionnement d'une garderie. Changer le fonctionnement d'une garderie est beaucoup plus difficile que changer le fonctionnement d'une famille. Plus les systèmes sont importants, plus il devient difficile de les gérer. Mais une des choses qui me semble importante pour les éducateurs, les travailleurs sociaux, tous ceux qui s'occupent d'enfants et d'adolescents, c'est de valoriser ce qu'ils font bien. Toujours dans notre culture judéo-chrétienne, on a parfois un peu peur de valoriser un enfant. Mais si tu lui fais trop de compliments, ça lui fera la grosse tête, il va croire que c'est arrivé. Oui, si ce sont des compliments, si c'est valoriser quelque chose qui est bien fait, c'est extrêmement important. Je pense surtout aux enfants qui sont dans des institutions. Je suis
frappé que les bons éducateurs sont ceux qui soulignent tous les bons coups que les jeunes font. Les mauvais éducateurs, c'est ceux qui ne ratent pas un mauvais coup. Et j'ai un ami, Jean-Paul Gaillard, qui a écrit un petit article qui est, je ne sais pas où... Ah oui, c'est repris dans un livre de travail social et systémique, je crois. Il appelle ça les petites tapes derrière la tête. Vous savez, la petite tape derrière la tête. Et il donne l'exemple d'une institution où un adolescent déficient intellectuel arrive avec son panier de linge et veut aller laver son linge. Mais l'éducateur qui le voit lui dit « Ah mais non, c'est le vendredi qu'on lave le linge, et là c'est jeudi aujourd'hui, donc tu peux pas aller laver ton linge. » Le garçon dépose son panier, reste perplexe, et l'éducateur part parce qu'il a autre chose à faire. Et 2 heures après ou 1 heure après, il voit le garçon avec son panier de linge lavé. Il dit « Hein, comment est-ce que tu as fait ?» Le local de lavage est fermé à clé. Il dit « Oui, mais je savais que la clé était à tel endroit dans le bureau des éducateurs. »« Mais tu sais que tu n'as pas le droit d'aller dans le bureau des éducateurs. » Il dit « Oui, mais j'avais besoin de la clé. » Alors c'est évidemment un raisonnement tout à fait évident pour un déficient. Pour l'éducateur, il a transgressé 2 choses. C'était pas le bonjour. L'éducateur a oublié de le féliciter parce qu'il était arrivé à faire lui-même sa lessive. Ça a l'air de rien, mais c'est la petite claque derrière la tête. Hein. Au lieu de lui dire, bon, c'est sûr que c'était pas le bonjour, et puis c'est sûr que tu n'avais pas le droit. Mais je trouve que tu t'es drôlement débrouillé, alors bravo pour la façon dont tu t'es débrouillé. Souligner ce qu'il y a de bon dans le comportement, même s'il y a aussi un aspect qui est insatisfaisant. Et ça, c'est pas seulement pour les éducateurs. Quand j'ai commencé à penser à cela, j'ai vu que ça m'aidait comme père de famille. Parce qu'avec nos enfants, le nombre de fois, si je dois l'attendre parce qu'il n'est pas encore prêt et puis que je dois le conduire à l'école et qu'il n'arrive pas, je vais le lui souligner. Mais quand il est prêt, je ne lui dis pas « Ah, c'est bien, tu es prêt aujourd'hui ?» Non, je ne dis rien. Alors c'est des petits trucs comme ça qui changent la vie et qui permettent d'améliorer le fonctionnement. Il faut que les finalités des personnes soient compatibles avec les finalités de l'organisation. Et j'aime bien aussi le mot « compatible ». Sans doute que beaucoup d'entre vous ont lu le livre de Václavic, Une logique de la communication, où il parle du paradoxe. Václavic dit en anglais « Un paradoxe résulte du fait que 2 propositions sont incompatibles ». Et ça a été traduit par contradictoire. La différence entre incompatible et contradictoire est majeure. Parce que contradictoire, ça veut dire que c'est 2 choses qui sont contraires. Le terme de compatibilité, ça veut dire il faut que ça s'ajuste. Il ne faut pas que les finalités soient identiques, il faut qu'elles soient compatibles. Il ne faut pas que la façon de jouer son rôle soit exactement celle qui est décrite dans le cahier des charges, il faut qu'elle soit compatible. Ça fait 25 ans que je fais des conférences où je parle de la crise et où je dis à peu près la même chose. Et entre autres, j'utilise le terme rupture, blessure, parce qu'au départ, krino en grec, qui a donné krisis en grec, krino c'était un verbe agricole. C'était séparer le grain de la balle. Vous savez, ça se faisait à l'aide d'un fléau. C'est un bâton au bout d'un autre bâton avec lequel on cassait l'épi pour recueillir les grains. Alors c'est déjà intéressant aussi
c'est que pour séparer le grain de la balle, il faut un fléau. Et un fléau a pris un autre sens en français, celui d'une catastrophe. Et c'est vrai que quand on parle de crise, on pense souvent catastrophe, alors que toutes les crises ne sont pas des catastrophes, loin de là. Donc, ce terme agricole, je trouve qu'il avait déjà un certain intérêt parce que pour qu'on puisse utiliser le grain, il faut casser l'épi. Il y a donc quelque chose qui va se briser, qui ne sera plus comme avant. Il y a une partie qu'on va mettre à l'écart, jeter ou réutiliser pour autre chose, et il y a quelque chose qu'on va garder. Alors c'est une première notion intéressante, à mon avis, à propos de la crise. Dans toute crise, il y a un risque de perdre certaines choses pour en gagner d'autres. Mais si on n'accepte pas la perte, on n'aura probablement pas le gain non plus. Après cela, si vous avez fait du grec comme on faisait quand j'étais jeune, vous allez voir dans un dictionnaire grec, vous allez voir que krino a pris le sens de décider et juger. Et ça, c'est une notion que je trouve intéressante comme mise en garde. Dans une situation de crise, il ne faut pas décider ou juger. Ce n'est pas le moment dans une situation de crise de prendre des grandes décisions du type séparation des parents, déménagement, changement d'emploi. Au moment où il y a une crise aiguë, on doit être dans le moment présent. En général, notre inertie ou la force des habitudes veut qu'on redevienne comme avant. Quand on est psychiatre et qu'on travaille dans les hôpitaux et qu'on a des gens déprimés qui arrivent à l'hôpital, leur demande est toujours « Est-ce que vous pensez que je vais redevenir comme avant ?» Donc je dis toujours aux gens « Non, il ne faut pas devenir comme avant, redevenir comme avant, mais devenir comme après. » Ce qui ne se dit pas et ce qui, de fait, frappe les gens et les étonne. Qu'est-ce que vous voulez dire comme après ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce ne soit précisément pas comme avant ? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme changement dans votre vie pour que les choses aillent autrement ? Ce qui m'amène à dire que toute crise est une proposition de changement. Et comme intervenant, c'est particulièrement important de penser à cela, parce que vous allez sûrement recevoir des gens en crise, et si vous ne voyez pas que la crise est une proposition de changement, vous ne pourrez probablement pas les aider dans leur crise. Et c'est bien pour ça aussi que, dans un certain nombre de situations critiques, ce qu'on fait, c'est essayer d'étouffer la crise. Mais si on étouffe la crise, on étouffe aussi la proposition de changement. Alors que si, lors d'une crise majeure, j'ai la chance de rencontrer un intervenant qui essaye avec moi de voir quelle est la proposition de changement dans la crise que je suis en train de vivre, j'ai peut-être des chances d'en tirer un bénéfice. Ceux qui lisent aisément le chinois voient bien les deux idéogrammes qui sont là. Alors ce sont les deux idéogrammes que les Chinois et les Japonais, le dessin est un peu différent, mais ils utilisent deux idéogrammes pour écrire crise. Et idéogramme, le mot dit bien ce que ça veut dire, c'est chaque lettre ou chaque dessin est une idée. Le premier, c'est danger, blessure, et même dans certains contextes, mort, souffrance. Et le second, c'est chance, occasion, opportunité. Donc les Chinois, quand ils disent crise, ils disent « ça fait mal, mais c'est une chance ». Je simplifie évidemment, mais je pense que c'est tout à fait intéressant parce que je crois que nous appelons en général crise quelque chose qui, au départ, nous apparaît comme une souffrance, comme une blessure, comme une menace,
c'est quelque chose dont on désirait que ça s'arrête le plus vite possible. Et ça nous empêche de voir le deuxième idéogramme, ça nous empêche de voir la chance, l'occasion, l'opportunité. Alors, selon l'ampleur de la crise, le changement qui va être produit pourra être plus ou moins rapide. En général, quand on dit crise, on pense à quelque chose de pénible. Et pourtant, il y a des crises qui sont ressenties comme très plaisantes. Le départ en vacances, par exemple. Le départ en vacances est souvent une situation de crise familiale. Et il n'est pas rare, tous les médecins généralistes savent ça, que dans les 2 ou 3 premiers jours de départ en vacances, il y a quelqu'un qui tombe malade et qui se dit « Oh zut, j'aurais au moins pu tomber malade quand j'étais au travail. » Non, c'est... Parce que c'est aussi une crise, si on définit la crise comme l'état d'un système au moment où un changement est imminent. L'état d'un système au moment où un changement est imminent. Ça, c'est la définition que les spécialistes systémiciens de la crise ont donnée. Et moi, je rajouterais est imminent ou en train de se produire. Parce que quand quelque chose est en train de changer, on est aussi en crise. Mais donc la crise n'est pas nécessairement quelque chose de pénible. La naissance d'un premier enfant est une crise majeure. Mais je ne connais pas de livre intitulé « La crise de la naissance ». Parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit vraiment pas comme une situation de crise. Et pour beaucoup de jeunes couples, c'est même un problème important. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à vivre une crise. Parce que tout le monde dit « Oh, qu'est-ce que vous devez être heureux, hein? Oh, c'est merveilleux. Oh, mais qu'il est beau, ce bébé. » Donc, retenez que la crise n'est pas seulement pénible. La crise est toute situation où un changement est imminent ou en train de se produire. Le corollaire, en inversant la proposition, on pourrait dire « sans crise, pas de changement ». Et c'était une des premières découvertes des premiers thérapeutes familiaux qui en ont même tiré comme conséquence pour faire une thérapie familiale, il faut mettre en crise. Il faut mettre le système en crise parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension de la notion d'homéostasie. Et je trouve encore dans certains textes cette mauvaise compréhension qui est de dire que l'homéostasie est une tendance au non-changement. L'homéostasie n'est pas une tendance au non-changement. L'homéostasie, c'est un terme qui vient de la biologie. C'est Cannon qui avait le premier utilisé ce terme en reprenant des théories de Claude Bernard, célèbre biologiste français. L'homéostasie, c'est la façon dont un système vivant, mais on peut partir même de la cellule, maintient son équilibre interne constant. C'est ça la définition de l'homéostasie. Maintenir l'équilibre interne constant, ce qui suppose, à certains moments, maintien et à d'autres moments, changement. Les cellules, toutes les cellules de notre corps, tout notre organisme, à certains moments, on fait du maintien et à d'autres moments, on fait du changement. Et on a besoin des deux. Et il n'y a pas de famille qui est dans le non-changement, comme il n'y a pas de famille qui est dans le changement perpétuel. À certains moments de la vie, on est plus dans le maintien. L'exemple le plus connu, c'est en général une situation de deuil. Là, momentanément, on va arrêter les choses. L'inverse, évidemment, le changement majeur, c'est toute situation catastrophique. C'est une explosion, c'est un accident. Là, c'est catastrophique, ça veut dire qu'il se produit qui s'auto-nourrit. Les changements catastrophiques sont des moments de changement majeurs.
c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau familial, mais c'est même vrai au niveau sociétal. Le printemps arabe est d'une certaine façon une crise majeure qui tout d'un coup se déclenche dans différents pays, mais presque en cascade, parce que la situation est mûre, le changement était imminent et il s'est produit. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans presque tous ces pays, il y a eu une trentaine d'années où les dirigeants ont essayé d'être dans le maintien, dans le non-changement. Il y avait un temps arrêté, et puis il y a eu un temps de bouleversement. Donc la crise est l'état d'un système au moment où un changement est imminent ou en train de se produire, et toute crise est donc une proposition de changement. Donc quand vous rencontrez des gens qui se disent en crise, cherchez avec eux en quoi cette crise est une proposition de changement. Et je vous dis bien, vous n'allez probablement pas trouver le jour même, vous n'allez pas trouver ça à la première séance. Mais si vous avez l'idée en quoi est-ce que c'est une chance, une occasion, une proposition de changement, vous avez plus de chances d'aider la personne que si vous vous désolez avec elle de la souffrance entraînée par la crise. Donc les premiers thérapeutes familiaux ont défendu l'idée les familles viennent pour ne pas changer, et donc il faut les mettre en crise pour les amener à changer, même s'ils ne le veulent pas, sans qu'ils le veulent. Et une certaine interprétation des prescriptions paradoxales allait dans ce sens-là. Le paradoxe étant de les faire tomber dans quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'on était en train de les rouler dans la farine. Je n'aimais pas non plus cette façon de voir le contre-paradoxe, parce que l'idée n'est pas d'amener les gens à changer sans qu'ils le veuillent. L'idée, c'est de leur donner les moyens, les ressources, la compétence pour produire le changement qu'ils choisissent. Et s'ils choisissent de ne pas changer, c'est encore leur droit le plus strict. Le questionnement circulaire a pour but d'informer les membres de la famille sur leur propre fonctionnement. En général, quand on commence un entretien avec une famille, on demande aux gens de se présenter. C'est un moment ennuyeux, parce qu'alors, moi je suis le père, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai 37 ans, je suis camionneur, moi je suis la mère, j'ai 32 ans, et puis tout le monde s'ennuie parce que tout le monde sait qu'évidemment il est le père, qu'elle est la mère, et puis pour un peu animer, on demande aux enfants, et en quelle classe, en quelle année es-tu à l'école, et est-ce que tu aimes bien ta maîtresse? Tout ça n'a aucun intérêt. C'est un moment où on s'ennuie, on perd du temps, mais ça fait partie des conventions. Première fois qu'on se rencontre, il faut se présenter. Alors, le questionnement circulaire, vous allez voir, permet de rendre cela plus amusant. Je me présente donc aux gens en disant, voilà, je suis le docteur Oslo, je suis pédopsychiatre. Et puis, pour faire connaissance, je vous propose peut-être une façon inhabituelle. J'ai envie de demander au petit garçon qui est là, est-ce que tu peux me présenter ton papa? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son papa. Qu'est-ce que le papa fait? Il regarde son fils. J'ai déjà établi un lien. Qu'est-ce que le petit garçon se dit? Qu'est-ce que je dois dire à propos de mon papa? Le papa se demande qu'est-ce qu'il va dire. La petite sœur ou la grande sœur se dit qu'est-ce que j'aurais dit à sa place. Et la maman aussi se demande qu'est-ce qu'il va dire. Donc je crée d'emblée par une simple question
toute la famille commence à se mobiliser, alors qu'autrement, pendant que le papa est en train de se présenter, les enfants regardent la décoration, cherchent s'il y a des jouets, commencent à dessiner. C'est inintéressant. Tandis que là, le petit garçon va dire ben, mon papa, il a 37 ans, je crois. Ouais, papa va faire oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore son métier. Ah, ben, il est camionneur. Ah, camionneur. Est-ce que tu as déjà vu son camion Oui, une fois. Et c'est quelle marque de camion Je sais pas. Et puis je peux continuer encore avec le petit garçon. Et pendant tout ce temps-là, il y a un échange entre lui et son papa au niveau verbal, lui, ce qu'il répond, mais au niveau non verbal aussi. Donc c'est des choses toutes simples, mais avec un début de questionnement circulaire. Vous voyez que la présentation devient tout à fait autre chose. Parce qu'alors après ça, je vais peut-être passer à la petite fille pour qu'elle présente son papa, sa maman. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être le garçon qui présente la maman. Maman est en train de raconter que le matin, pour partir à l'école, c'est toujours la course parce que il a oublié de se laver les dents ou il n'arrive pas à mettre ses souliers. Je dis, madame, attendez, vous permettez? J'aimerais, monsieur, que vous me racontiez comment ça se passe le matin. Alors, le monsieur, en général, répond, ah ben, moi je suis pas là parce que je pars plus tôt. Il dit, non, mais qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe le matin? Quelle est la réaction? C'est que, évidemment, monsieur, même s'il part plus tôt, même s'il part à 7 heures du matin et que les enfants ne partent à l'école qu'à 8 heures, ben, il sait ce qui se passe. Parce qu'il a déjà été malade, parce qu'il a eu congé, parce qu'il sait comment ça se passe entre sa femme et ses enfants. Sauf qu'il n'a probablement jamais dit, et même jamais pensé qu'il avait quelque chose à voir là-dedans. Mais là, il se met à se dire, oui, ben, je sais que... Et il va se tourner vers sa femme, je sais qu'évidemment, là, tu dois courir partout. C'est vrai que les enfants, vous feriez quand même bien de faire un petit effort, là, parce que pour maman, c'est pas facile. Et ils se mettent à interagir entre eux. J'ai pas besoin, moi, de leur dire quoi que ce soit. Mais ils sont tous très attentifs à se demander qu'est-ce que papa sait à propos de ce qui se passe le matin quand on part à l'école. Et puis évidemment, je vais poser des questions de ce genre-là à maman aussi. Ça ne veut pas dire que je vais passer tout un entretien en faisant du questionnement circulaire. Ça demande vraiment une réflexion. Si 2 ou 3 fois dans l'entretien, je peux faire un bout de circularisation, ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille aussi, dans les entretiens, de faire la police. Quand vous avez quelqu'un qui parle depuis 3 minutes, la question n'est pas qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mais comment vais-je l'arrêter? Parce que quelqu'un qui parle plus que 3 minutes dit des choses que tout le monde sait. Donc, il y a une seule personne qui apprend quelque chose, c'est moi. Mais ça n'a pas d'intérêt puisque je ne suis pas là, je ne suis pas payé pour comprendre. Je suis payé pour activer un processus chez eux. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir arrêter la personne qui parle selon la situation, j'essaye toujours d'avoir aussi un regard circulaire. Un regard circulaire, ça veut dire être impoli. Parce que quand vous étiez petit, on vous a sûrement dit, tu regardes la dame quand tu lui parles, quand elle te parle ou quand tu lui parles. Bien non. Quand vous êtes en entretien familial, regardez en regard circulaire. Madame est en train de me parler, je l'écoute, oui, mais je remarque aussi ce que fait monsieur, et puis je remarque aussi la petite fille, parce que j'ai ma tête qui tourne pendant qu'elle me parle. Alors, à certains moments, bien sûr, que je la regarde. Ça a l'air facile, ça prend un certain entraînement.
Parce qu'on est vraiment, en général, bloqué. Si c'est madame qui me parle, j'écoute madame, et je ne vois rien de ce qui se passe, ou pratiquement rien. Il faut vraiment qu'il bouge beaucoup pour que je le remarque. Le regard circulaire est aussi important que le questionnement circulaire. Alors, un des moyens les plus simples d'arrêter quelqu'un de parler, à ce moment-là, je dis « Attendez, madame, vous permettez ?» Et je fais ça. Nouvelle grossièreté. Ça ne se fait pas d'arrêter quelqu'un de parler en mettant la main devant la personne. Mais je vous assure que la personne s'arrête de parler. Et puis je pointe du doigt. Monsieur, je voulais vous demander comment réagit votre femme quand... Moi, je vous conseille cette grossièreté d'arrêter et de pointer. Mais ce sont des grossièretés. Mais je vous assure, ça permet qu'un entretien se déroule d'une façon productive pour tout le monde. La plupart des familles qu'on rencontre en service social ou éducatif ou psychiatrique viennent en situation plus ou moins de crise. Ils vont donc devoir devant vous, en quelque sorte, se déshabiller, parler de choses qui leur sont intimes et qui n'ont peut-être pas envie de révéler. Ils ont donc toutes les raisons d'être mal à l'aise, craintifs, anxieux, même s'ils sont collaborants. Et en plus, il y a aussi les gens qui sont écorchés vifs. Écorchés vifs, ce sont les gens, vous êtes le 8e travailleur social qui s'occupe du dossier. Ils ont déjà raconté leur histoire à tellement de gens. Ça n'a jamais servi à rien. Parfois, c'était pire. Alors, bon, encore un ou encore une qui va s'essayer. Les gens qui sont écorchés vifs, il faut d'abord les apprivoiser. Mais je pense que c'est vrai pour tous les premiers entretiens. Les premiers entretiens doivent servir à l'apprivoisement. Les premiers entretiens, pour moi, je les ai toujours proposés en disant « c'est pour faire connaissance ». Et dans mon esprit, c'est tout à fait vrai. C'est pas pour vous aider, c'est pour faire connaissance. Peut-être que ça va vous aider, mais je ne m'engage en tout cas pas à faire des entretiens qui vont vous aider. Non. Je m'engage à faire connaissance. Et quand on travaille en institution, c'est encore différent. Je pense qu'il est important que les éducateurs rencontrent les parents. Alors je sais que chaque fois que je dis ça, je crée des problèmes parce qu'il y a des institutions où un psychologue ou une travailleuse sociale ou le directeur rencontre les parents et les éducateurs ne les rencontrent pas. Alors je m'excuse, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que l'éducateur responsable d'un enfant doit rencontrer les parents. Il peut le faire avec le psychologue, avec la travailleuse sociale, avec le directeur. Mais je crois que l'éducateur, c'est lui qui est en première ligne, c'est lui qui est en relation, et c'est lui qui prend une partie du rôle parental. Donc il est très directement en concurrence s'il n'est pas en alliance ou en apprivoisement. Donc je pense que c'est très important que les éducateurs rencontrent les parents. Et dans l'institution où je travaille, on a même fait le choix de ne pas avoir de thérapeute familial. On a fait le choix que ce soit les éducateurs qui font les rencontres familiales. Et le mot d'ordre, c'est « nous souhaitons vous rencontrer, je souhaite vous rencontrer parce que j'ai besoin de vous ». C'est ça mon mot d'ordre. J'ai besoin de vous. Alors après ça, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez pour faire mon travail, parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, parce que comme ça, si je me trompe, vous allez pouvoir me corriger, et puis il y a des choses qu'on pourra discuter ensemble. Mais le mot-clé, c'est « j'ai besoin de vous », et pas « vous avez besoin de moi ». Ce qui a été longtemps le discours. Comprenez, votre enfant, s'il a des problèmes, c'est peut-être parce que, quand même, sur le plan éducatif, vous avez fait un certain nombre d'erreurs. On ne le disait évidemment pas comme ça,
mais tout le message social allait dans ce sens-là, et un certain nombre de juges des mineurs ne se gênaient pas pour le dire très correctement. Je vous retire la garde de votre enfant parce que vous êtes incapable comme parent de le contrôler, donc je vais le placer dans une institution. C'est ce genre de discours que j'ai entendu. Le juge, à la limite, a le droit parce qu'il n'est pas un thérapeute. Le juge est là pour dire la loi. Et si un enfant est maltraité, il est normal qu'un juge intervienne. Mais quand on est éducateur, travailleur social, on n'est pas là pour faire la leçon aux parents. On est là pour les soutenir, supporter, encourager, valoriser, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent utiliser les ressources qu'ils ont et donc montrer leurs compétences. Vous voyez ? Alors ce que j'aime beaucoup aussi dans les entretiens, c'est de faire des résumés régulièrement. Si je vous ai bien compris, ce que vous me dites, c'est... Je reprends pour eux et pour moi. Parce que moi aussi, ça me permet d'organiser un peu dans ma tête ce que je... résumer ou alors vérifier une impression. Madame, j'ai eu l'impression que vous étiez touchée parce que votre mari disait « Est-ce que je me trompe ?» C'est pas la même chose que de dire « Je vois que vous êtes touché ». Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'ai eu l'impression « Est-ce que je me trompe ?» Et si elle ne veut pas montrer qu'elle est touchée, elle peut dire « Non, j'avais juste une poussière dans l'œil. » je crois que c'est assez important au fur et à mesure qu'on avance, à la fois, de dire « Oui, donc si j'ai bien compris, le problème pour vous, c'est ceci et ça. » Ok, on continue. Ne terminez pas un premier entretien en demandant êtes-vous d'accord peut-être que éventuellement on se revoit une autre fois Non. Si je n'ai pas envie de revoir ces gens, parce que ça arrive, je leur dis écoutez, bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Si vous le pensez nécessaire, vous pouvez toujours me rappeler. C'est un bon moyen de se débarrasser. 9 fois sur 10, les gens ne rappellent pas. Mais si j'ai envie de revoir ces gens, à ce moment-là, je leur dis bon, là l'entretien se termine, j'ai envie de vous revoir. Je vous propose tel jour, telle heure. Alors, il y en a qui disent, oui, mais là, vous les coincez. Mais non, je ne les coince pas. Ils ont la possibilité de dire, ah, je ne sais pas si ça va être possible pour nous. Et à ce moment-là, vous voyez, ou ne pas venir, éventuellement. Et ne posez pas non plus la question dans un couple, Madame, êtes-vous d'accord avec ce que Monsieur vient de dire ? À moins que vous ayez envie de faire un conflit conjugal. Mais j'ai pas envie de demander êtes-vous d'accord ? La question n'est pas d'avoir un accord, la question est de vous réagissez comment ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous voyez, essayez d'être le plus clair possible. Je terminais toujours mes entretiens en sortant un moment. C'est l'école de Milan qui avait institué cette façon de travailler. Je l'ai toujours gardée parce que même après 30 ans de pratique, je me sentais incapable de dire des choses intelligentes à la fin de l'entretien sans y avoir réfléchi avant. Et tant que l'entretien se déroule, d'une certaine façon, je n'ai pas tout à fait la capacité de réfléchir. Mais au moment où vous franchissez la porte, tout d'un coup, vous voyez des choses, vous comprenez des choses que vous ne voyiez pas quand vous étiez dans l'entretien. C'est étonnant et c'est tout à fait normal quand on est dans un système, on prend les caractéristiques du système dans lequel on est. Ce qui fait que si la famille est confuse, vous êtes confus. Et vous franchissez la porte et vous retrouvez vos idées. Mais la deuxième chose, c'est que quand on franchit la porte, on est le plus souvent conscient de ce qui nous a gênés, de ce qui n'a pas bien été,
de la personne qui vous a embêté, etc. C'est la première réaction. J'en ai tiré ce que j'appelle la méchante connotation positive, c'est-à-dire, ce que je fais, c'est comment est-ce que je peux connoter positivement ce qui m'a gêné. Parce que dans mon livre, j'ai retranscrit mot à mot une intervention d'une jeune fille que pour les besoins de la cause j'ai appelée Jacqueline, mais ce n'était pas son vrai prénom. Et un jour où je faisais une connotation positive dans le genre bon, ben on va terminer l'entretien, vous êtes... c'est vrai que j'ai du plaisir à travailler avec vous parce qu'on voit bien que vous êtes une famille unie où on peut... Et elle s'est mise à faire... J'aurais voulu disparaître en dessous de la table parce que je me disais, elle a raison. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je ne dis pas quelque chose qui vient de mes triples. C'est juste pour faire un emballage cadeau. Mais tous les emballages cadeaux sont pas beaux. Mais heureusement, elle a été la seule qui a osé me jouer. Et je me suis juré de ne plus jamais faire une connotation positive à laquelle je ne crois pas. Et là, j'ai réalisé que une connotation positive est d'autant plus efficace qu'elle commence par ce qui m'a gêné. Exemple très simple, tout le monde parlait à la fois, vous avez sûrement eu des entretiens où madame commence quelque chose, monsieur lui coupe la parole, puis le fils dit et c'est une espèce de cafouillis. Alors, la méchante connotation positive, c'est j'ai été gêné pendant cet entretien parce que, à plus d'une reprise, tout le monde parlait à la fois et ça m'a vraiment dérangé. Mais, ça veut dire que dans votre famille, tout le monde s'exprime et tout le monde a envie de dire son mot. Et ça, c'est quelque chose avec quoi je pourrais travailler la prochaine fois. Donc, je voudrais vous rencontrer une nouvelle fois, paf, paf. Vous avez tous sûrement remis un jour où on vous a remis un travail en disant « Oui, j'ai lu ton travail, c'est bien écrit, mais les conclusions ne tiennent pas debout. » Vous restez avec « Les conclusions ne tiennent pas debout. » Et vous avez déjà presque oublié « C'est bien écrit. » Alors que si vous faites exactement l'inverse, j'ai lu ton travail et je trouvais que les conclusions ne tenaient pas debout. Mais c'est bien écrit, donc tu as juste à reprendre les conclusions. On en sort différemment. Pourtant, j'ai dit à peu près la même chose, simplement en inversant. Je vous assure que c'est d'une efficacité. Bon, le fait de sortir, déjà, je les laisse pendant 2, 3, 5 minutes, et ils parlent entre eux. Ils continuent l'entretien, évidemment, la plupart du temps. Si je travaille avec un collègue ou une collègue, c'est évident que je trouve qu'il faut qu'on sorte. Parce que c'est évident qu'il faut qu'on se parle et qu'on échange nos impressions avant de les laisser partir. Parce que si, autrement, les gens sortent, et puis on va discuter dans le bureau, puis on dit « Oui, mais j'ai pas compris pourquoi tu avais posé cette question. » Ah ben, tu aurais pu le dire, mais non, mais je pouvais pas le dire. On échange des choses qui auraient été intéressantes d'échanger et d'utiliser dans la séance. Alors vous allez me dire, oui, mais ça prend beaucoup de temps. Et vous n'avez qu'à faire des entretiens plus courts. Ce qu'ils n'ont pas dit au bout de 40 minutes, ils ne le diront pas au bout d'1 heure et quart. Souvent, je termine par une appréciation. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a parlé de quelque chose de bien intéressant. J'ai surtout été frappé quand on a parlé de ça, et il me semble que c'est quelque chose... je fais un commentaire, parce que, en quelque sorte, ils sont venus se déshabiller, et je leur permets de se rhabiller. Quand on va chez le docteur, vous vous déshabillez aussi. Ben, c'est pas mal que vous ayez le temps de vous rhabiller avant de partir. Donc pour moi, c'est en quelque sorte une espèce de... Oui, je vous ai examiné, et puis je vous redonne quelque chose, et là,
quand c'est nécessaire, je fais une méchante connotation positive. Je vous disais que l'approche systémique et la thérapie familiale m'ont aidé en tant que père, la méchante connotation positive aussi, avec nos enfants, avec notre conjoint ou conjointe, c'est aussi intéressant. Écoute, là, quand tu fais ça, ça m'énerve. Mais, alors cherchez ce que vous pouvez, comment vous pouvez... Voilà, je situerai les règles dans mon schéma à cet endroit-là. Parce que les règles sont de l'ordre du système, alors que les rôles sont de l'ordre des individus. Et les règles vont inévitablement évoluer en fonction de l'évolution du contexte, des valeurs, des finalités et donc de l'organisation. Un des problèmes des règles, c'est que, en général, du moins les règles dites, mais aussi certaines des règles non dites, se mettent en place à un moment donné de l'évolution de l'organisation et souvent restent en place alors qu'elles n'ont plus lieu d'être. L'exemple un peu comique que j'aime bien donner, c'est la règle concernant les mesures de sécurité dans les avions. Quand on prend l'avion pour la première fois, on est toujours un peu inquiet. Et puis la première chose qu'on vous dit quand vous montez dans un avion, en cas de problème, vous aurez l'oxygène qui tombe et vous avez le gilet de sauvetage et on apprend à mettre les ceintures de sauvetage dans des avions qui ne survolent que le continent. Alors, si vous allez de Paris à Moscou, la probabilité que vous tombiez dans la mer est réellement faible. En plus, tous les avions actuels sont trop lourds, trop grands, et s'ils tombent dans l'océan, la ceinture de sauvetage sert seulement à recueillir les corps, mais pas à recueillir des vivants. Donc ça ne sert strictement à rien. Mais on continue à... Parce que la règle avait un sens en 1940, les avions étaient des petits avions comparés à nos gros avions, et ils volaient à 200-300 km/h, et ils avaient donc la possibilité d'amérir. La règle est restée alors qu'elle n'a plus de sens, et non seulement elle n'a plus de sens, mais elle coûte cher. Dans toutes les institutions, il y a un ensemble de règles qui ont été un moment nécessaires et qui ne le sont plus, mais qui ne disparaissent pas. J'ai eu deux personnes à deux poses différentes qui m'ont parlé des procédures. Un certain nombre de procédures dans votre institution ne sont plus pertinentes. Je conseille toujours d'utiliser les stagiaires. Les stagiaires sont très précieux parce que quand ils arrivent, ils posent dès le premier ou le deuxième jour des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Et ils obtiennent souvent comme réponse « Ah, ben parce que c'est comme ça ici ». Ça veut dire qu'il faudrait questionner au moins la règle. Peut-être qu'elle est encore nécessaire, peut-être qu'elle ne l'est plus, et qu'elle reste là simplement parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais on pourrait faire autrement. Non, mais c'est toujours comme ça qu'on a fait. En 1960, un certain nombre d'hôpitaux psychiatriques ont arrêté de prendre la température des patients à 7 heures du matin. Parce qu'on prenait la température des patients à 7 heures du matin, parce que, avant l'invention de la pénicilline, c'était une façon de voir ceux qui passaient en stade 3 ou 4 de la syphilis. Et la syphilis était une des causes d'hospitalisation en psychiatrie. Et donc ça avait du sens de prendre la température. Une fois que la pénicilline est arrivée, je ne dis pas que la syphilis a disparu, mais on n'arrive plus au stade 4 de la syphilis. Mais ça a mis des années avant qu'on arrête cette procédure. Et pourquoi ? Personne ne savait pourquoi on prenait la température. On savait que c'était l'équipe de nuit qui devait le faire.
je pense que ça vaut la peine dans toutes les institutions de repenser les règles. Mais je voudrais vous parler d'une façon que j'ai inventée de parler des règles avec les parents. J'ai appelé ça les petites règles et les grandes règles. Quand vous avez un enfant de 2 ou 3 ans, il y a une règle très importante, tu ne traverses pas la rue sans donner la main. Pourquoi est-ce que c'est une grande règle? Parce qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas besoin de l'expliquer à chaque fois. Les petites règles, c'est des règles qui ne sont pas nécessaires à la survie. La petite règle, non, pas de chocolat avant le souper. Mais vous êtes en train de prendre l'apéritif avec des amis, ou vous êtes au téléphone avec un très bon ami. Il s'essaye une deuxième fois. Non, je t'ai dit, pas de chocolat avant le souper. Au 3e essai. Bon, écoute, c'est bon pour une fois, tu peux y aller. Hein? On a tous fait ça. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que vos règles sont trop rigides. Parce que dans les familles trop rigides, il n'y a presque que des grandes règles. Et étonnamment, ça donne aussi des enfants qui ont des accidents. Parce que comme toutes les règles sont absolues, on finit par transgresser. À l'autre extrême, il y a les familles où il n'y a pratiquement pas de règles, et où il n'y a même pas de grandes règles. Et là aussi, il y a beaucoup d'accidents. Parce que là, traverser la rue sans donner la main, ouais, peut-être bien, c'est pas grave, il n'y a pas d'auto. Donc, quand on est trop rigide et qu'il n'y a que des grandes règles, on a des problèmes. Quand on n'a que des petites règles, on a aussi des problèmes. Je parlais des institutions et des règles dans les institutions. Souvent, dans les institutions, les procédures sont des grandes règles. Et on ne change pas les règles. Tous les enfants doivent se lever à 7 heures. À 7h10, ils doivent avoir quitté leur chambre. À 7h25, ils doivent avoir fini de déjeuner. À 7h30, ils doivent avoir fait leur lit. Tout ça, c'est des grandes règles. Alors, vous me direz, mais oui, mais dans une institution, quand on habite ou 10 gamins, on est bien obligé. Eh bien, je m'excuse, mais non, on n'est jamais obligé. On peut avoir des exceptions à la règle. On peut avoir de la souplesse. On peut éviter de punir un enfant parce qu'il refuse de se lever à 7 heures. On peut... mais évidemment, ça fait désordre. C'est tellement mieux quand ça fonctionne comme une caserne prussienne. Dans les familles, que font les enfants quand ils rentrent de l'école? Ben, souvent, papa et maman ne sont pas là. Ils regardent la télé, ils lisent des bandes dessinées, et ils vont faire leurs devoirs que quand ils savent que papa et maman vont bientôt rentrer. Alors là, ils vont être studieux. Tout le monde sait ça, et ça ne fait pas de tort majeur. Dans les institutions, non, il n'y a pas de temps qui sont vides, il y a toujours quelque chose à faire. Ou bien c'est le temps pour les devoirs, ou bien c'est le temps pour une activité. Donc il faut aller jouer au ballon, il faut faire ceci. Et en général, ce n'est pas les jeunes qui décident est-ce qu'on va jouer au ballon ou est-ce qu'on va faire du hockey. Non, c'est dans l'horaire qu'il est prévu que ça se fasse à telle heure. Et c'est souvent ce qui provoque les escalades conflictuelles. L'éducateur dit « Non, mais non, alors, tu le sais bien, c'est le temps de prendre ta douche. Alors tu vas prendre ta douche. » On me rappelle une situation où un éducateur disait « Qu'est-ce qu'on fait avec un garçon qui refuse de se faire un shampoing sous la douche ?» Je dis « Pourquoi? Il doit faire un shampoing quand il prend une douche ?» Ben oui, c'est le règlement. Ils doivent tous se faire un shampoing tous les jours. C'était un garçon de 8 ans qui venait d'une famille où, je ne sais pas quand on prenait sa douche, mais ça ne devait pas être fréquent. En plus,
il avait peut-être des traits autistiques, et on sait que les autistes ont souvent des problèmes de sensibilité physique. Et enfin, les dermatologues disent que les shampoings trop fréquents sont mauvais pour les cheveux. Mais là, dans l'institution, ça faisait partie des règles. Donc c'était un problème qu'ils amenaient en discussion d'équipe. Il ne veut pas. Je disais, mais est-ce que tu peux pas négocier avec lui que une fois sur 3 ou une fois sur... ou qu'il choisisse le jour où il veut faire le shampoing. Attention donc dans les institutions à ne pas mettre que des grandes règles, à questionner un ensemble de règles qui pourraient être des petites règles. Quand l'enfant grandit, à l'adolescence, à 15 ans, la grande règle, tu ne traverses pas la rue sans donner la main, serait problématique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que la grande règle nécessaire à la survie du petit garçon s'est changée ? Parce que le contexte familial a évolué. Il n'est plus enfant, il est adolescent. Et que la valeur qui doit sous-tendre chaque règle s'est modifiée. La valeur étant, pour le parent d'un enfant de 3 ans, je m'occupe de ta sécurité. Tu n'as pas encore la capacité d'évaluer toi-même les dangers et les risques. J'espère qu'un adolescent de 15 ans a compris que la valeur, c'est lui qui doit l'intégrer. Je dois m'occuper de ma propre sécurité. Quand on n'a pas eu l'occasion de se confronter, on va trop loin dans la transgression des règles. Par contre, je ne sais pas, l'enfant qui est... on découvre qu'il a un diabète, à ce moment-là, la règle du chocolat, avant le souper, devient une grande règle. Donc les grandes règles et les petites règles, c'est quelque chose... ça n'est pas dans les manuels de systémique. C'est quelque chose que j'ai inventé avec une équipe dans une supervision un jour. Et... je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec les parents. On peut très bien l'utiliser avec des parents même très peu intelligents, à la limite de la déficience, qui comprennent très peu de choses. Ils sont tout à fait capables de comprendre qu'il devrait y avoir des grandes règles sans exception, des petites règles avec exception. Si je résume donc, les grandes règles sont nécessaires à la survie, sont non négociables, sans exception, et ne nécessitent aucun commentaire. Les petites règles sont négociables, présentent des exceptions, ne sont pas nécessaires à la survie et permettent à l'enfant de gagner à certains moments.